Bonjour. Fait que là, en ce moment, les juges sont en train de délibérer pour la présentation d'avant. Donc, dès qu'ils vont être prêts, ils vont se joindre à nous dans le Zoom, puis on va pouvoir commencer la présentation. OK, fantastique. On va laisser le micro branché. Est-ce que vous voulez qu'on partage le PowerPoint tout de suite pour que ce soit prêt pour les juges? Ou... Oui, vous pouvez le partager tout de suite. Je vais enlever OK. mon partage d'écran. C'est ici. Fantastique. On va mettre ça comme ça. Ça a l'air pas pire. Vous avez un petit speaker pour être sûr qu'on est entendu. Salut Catherine, donc vous aviez terminé de discuter. Ton micro est coupé. Excuse-moi, je vois que mes amis sont pourvus. Mais je peux fermer la salle pour qu'ils reviennent. Non, mais peut-être qu'ils se disaient des petites affaires. Là, je vais les laisser terminer. Parfait. La dernière, je pense qu'on voit plus ou moins. Je suis petite, hein? On va être poigné un peu, mais bon. Pas une caméra 180. Un micro. De quoi ça? Un micro tactile. Je suis Oui. Kiki à côté de vous, moi. J'ai le même problème. Oui. Donc, est-ce que c'est vous qui serez nos juges pour aujourd'hui? Yes. OK. Donc, je vais commencer par vous expliquer comment ça va fonctionner, puis ensuite les juges vont pouvoir se présenter. Donc, s'il vous plaît, dites votre numéro d'équipe. On vous donne notre numéro d'équipe? Oui, s'il vous plaît. Ah, OK. On est comptabilité 22. Parfait. Donc, vous aurez 15 minutes pour la présentation. J'écrirai dans le chat le temps restant aux 10, 7, 4 et 2 minutes, puis ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Il ne va y avoir aucun décompte pour les 5 dernières secondes. Vous trouverez dans le chat un lien avec le temps restant en temps réel si jamais vous souhaitez le suivre. Sinon, vous allez voir que je vais vous donner les informations sur le temps restant en temps réel. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Donc, à la fin de la présentation, je vais tout vous déplacer dans un breakout room avec les juges. Je vais démarrer le 5 minutes dès que vous êtes envoyé dans le breakout room. Au bout de 5 minutes, j'annoncerai la fin de la période de questions. Donc, les participants, vous pouvez simplement, après les 5 minutes, quitter le Zoom en tant que tel. Vous n'avez pas besoin de revenir dans le Zoom principal. Puis, pour ce qui est des juges, je vous donne 5 minutes de délibération environ. Puis, lorsque vous serez prêt, juste m'aviser. Puis on va pouvoir revenir pour la prochaine présentation. Les participants, vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo de votre caméra. Puis, j'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, Annie Petitgrou, conseillère cadre au suivi des financements et programmes régionaux au CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Maxime Giguère, comptable chez Rouleau Boissonneau. Christiane Blanchard, comptable chez Rouleau Boissonneau. Catherine Lamy, directrice en certification chez Solus Fiscalité Comptabilité. Laurence Desaulniers, étudiante au baccalauréat en sciences comptables à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour, Samuel Cajolet, étudiant au baccalauréat en administration des affaires, concentration finance à l'UQTR. Bonjour, Brigitte Roy, senior chez Deloitte Québec.
Donc, est-ce que ce sont tous nos juges qui sont... Oui. Ça en fait quelques-uns. Oui, effectivement. Ça va être un plaisir de présenter devant vous. Donc, on peut se lancer. Si je l'étudie. Fantastique. Donc, parfait. Donc, ici, je me présente, Ethan Pomerleau. Donc, nous représentons la firme comptable fictive À vos chiffres. Donc, je suis ici avec mes collègues William Ostiguidion et Tania Langlois. Donc, aujourd'hui, on va aborder le cas qui nous a été donné par la firme Rouleau Boissonneau, donc sur la baie des Agrumes, c'est la microbrasserie. Donc, premièrement, on va commencer par le plan de présentation. Je vais laisser ma collègue Tania vous l'expliquer. Donc, nous allons commencer avec les écritures qui n'ont pas été enregistrées, puis avec un redressement des états financiers. Ensuite, nous allons plus élaborer sur les ratios financiers utilisés, puis nous allons faire l'évaluation du portrait de l'entreprise. Ensuite, nous allons faire un investissement dans la machinerie, puis nous allons parler des options de financement. OK. D'abord, la première transaction qui n'avait pas encore été enregistrée, dans le fond, c'était un client qui ne pouvait pas payer. On a donc mis les créances au débit et les taxes à payer aussi au débit. Et on a mis le compte débiteur au crédit, vu que c'était le compte client et pour ce cas, c'était le compte débiteur. Ensuite, notre deuxième écriture. Ah oui, aussi, la première écriture, on avait le principe comptable qui était de tout mettre dans le bon exercice, dans le fond. Ensuite, la deuxième écriture qui était demandée, c'était les assurances. On a commencé par calculer les assurances au total, qui était de 16 000. On a mis le compte assurance payée d'avance au débit et encaisse au crédit. Ensuite, à la fin de l'année 2021, je pense, 2020, on a mis les assurances au débit et les assurances payées d'avance au crédit pour les assurances qu'on payait d'avance pour l'année 2021. Ensuite, la troisième transaction qui était non enregistrée, c'était les salaires. Dans le fond, la première transaction qu'on a faite, c'était avantages sociaux au débit et DAS à payer au crédit. Et ça, c'était pour comptabiliser la transaction qui n'avait pas encore été inscrite au journal. Et la deuxième transaction par rapport à la deuxième écriture par rapport à cette transaction, c'était le DAS à payer au débit et l'encaisse au crédit pour payer, dans le fond, nos DAS. On avait aussi, il nous a demandé de comptabiliser, si c'était nécessaire de comptabiliser les DAS, et oui, on a dit que c'était vraiment nécessaire et que, dû au retard, il pouvait quand même avoir des conséquences possibles pour le retard. Donc, maintenant, nous allons parler des états financiers qui avaient été demandés de les modifier au fur et à mesure des informations fournies dans le texte. Donc, dans l'état des résultats redressés, nous avons modifié dans les charges d'exploitation, nous avons plutôt ajouté 500 $ dans les créances, 10 000 $ dans les assurances et 595 $ pour les charges sociales qui n'avaient pas été bien indiquées. Aussi, le bénéfice avant impôt était maintenant de 25 000 $, puis après le résultat après impôt était maintenant de 22 000 $. Maintenant, au niveau du bilan redressé, il s'agit d'une modification au niveau de l'actif à court terme pour un total de 574,88 $ pour au niveau des taxes pour les créances irrécouvrables qui a été enregistré dans les états, dans les écritures plutôt. Ensuite, nous avons ajouté 6 000 $ pour les assurances qui ont été payées d'avance, puis 16 595 $ pour le renouvellement d'assurance. On a aussi ajouté dans les passifs à court terme 74,88 $ pour les taxes qui étaient, il fallait qu'on déduise les taxes de la provision irrécouvrable. Et aussi, il faut préciser que dans les documents qui ont été remis avec le cas, le bilan, il ne balançait pas. Donc, il a fallu que nous recalculions pour que, dans le fond, le passif et les actifs balancent. Oui, en fait, donc, on a dû faire un ajustement dans les bénéfices non répartis. Exactement. Puisqu'il y avait cette petite erreur-là qui avait eu d'apport
du gestionnaire de l'entreprise. Donc, comment on a fait? On a pris le total de l'actif moins le total du passif, ce qui donnait la différence. On l'a juste inscrit dans les capitaux propres. Exactement. Donc, maintenant, on va pouvoir aborder les quelques ratios que nous avons jugés pertinents. Oui, c'est bon. Je n'avais pas vu qu'il avait changé. Donc, maintenant, au niveau du rendement du capital, donc chaque dollar qui a été investi dans le capital propre rapporte 32 sous à l'entreprise. Aussi, pour l'effet de levier, pour le 1 dollar investi dans le capital, génère 8 dollars d'actifs dans l'entreprise. De plus, au niveau des ventes qui ont été faites avec l'actif, il y a 1,1 %, donc c'est quand même assez acceptable. Maintenant, au niveau du fonds de roulement, on parle d'un pourcentage de 33 % qui est capable d'être payé par les capitaux propres. Maintenant, au niveau de la marge nette, l'entreprise est capable de faire un bénéfice de 3,4 % du bénéfice qui a été fait. Donc, c'est quand même bien, mais il y a quand même jeu à amélioration. Oui, puis ici, pour revenir sur le fonds de roulement, c'est vraiment c'est notre capacité de payer nos passifs à court terme. Donc, un 1,33 qui est quand même acceptable. On vise normalement plus le 2. Mais là, on va voir en fait qu'on a quand même une grosse répartition. Je vais en venir un petit peu plus dans les détails dans quelques instants. Il y a quand même une grosse répartition de notre actif qui est dans nos immobilisations. Donc, ce qui explique un petit peu notre fonds de roulement qui est un petit peu faible. Il est quand même assez bien, mais on pourrait faire mieux. Donc, là, c'est là qu'on va aborder un petit peu avec les ratios en tête. On va voir un petit peu le portrait général de l'entreprise en soi. Donc, effectivement, on a vu évidemment qu'il y a quelques normes comptables qui sont plus ou moins respectées, notamment notre bilan qui ne balançait pas, ça témoigne qu'il y a eu quelque chose qui ont été mal fait en quelque part. Donc, c'est là qu'on a fait ces corrections-là, mais que ça serait quand même important pour monsieur. C'est sûr, on aimerait recommander l'embauche d'un technicien comptable ou faire affaire avec une firme, mais on voit qu'ils ont quand même peu de jeu avec une marge de 3,4 %. C'est quand même difficile d'aller chercher d'aller chercher des services supplémentaires qui vont apporter des coûts supplémentaires. C'est sûr, selon moi, par contre, ça pourrait apporter en bout de ligne quand même un bon avantage d'avoir une plus grande fidélité dans les états financiers, parce que c'est sûr, là, on a repéré quelques erreurs. On ne sait pas s'il y en a d'autres qui pourraient avoir survenu dans les états financiers, et peut-être que l'entreprise ne va pas aussi bien que M. Croix. Donc, ça pourrait être une alternative intéressante, mais c'est sûr, les coûts qui sont déjà assez élevés. Immobilisation, j'en ai parlé un petit peu. On a une très grande quantité d'immobilisation qui ne génère en soi pas énormément de ventes. Donc, ce qu'on aimerait voir, surtout là, on va parler dans quelques instants de la machinerie on va pencher, je peux vous dire tout de suite, on va pencher pour se la procurer. Mais si on se procure une immobilisation supplémentaire, ce qu'on aimerait, c'est vraiment rationaliser les immobilisations qu'on a déjà, parce qu'on en a, selon nous, énormément, puis on a une grosse valeur accordée là-dedans, qui entraîne beaucoup de pertes, en fait, un gros coût d'option de cet argent-là qui dort dans nos immobilisations qu'on ne peut pas aller investir ailleurs ou utiliser pour autre chose. Donc, on pense que c'est quand même une grosse quantité d'argent perdu, ça. Pour ce qui est ensuite de mon dernier point du portrait général que nous avons relevé, qui nous a fait un petit bémol, c'est vraiment la gestion du personnel. Donc, il y a très peu d'employés dans l'entreprise, mais on a vu qu'il y a des énormes charges salariales. Donc, au total, on avait un 85 000 présentement de salaire pour l'année 2020 sur un bénéfice, sur des ventes plutôt, de 575 000, ce qui représente 15 % des ventes en charges salariales, ce qui est assez élevé pour cette entreprise-là avec uniquement 6 employés, si on compte les employés à temps partiel plus la gérante. Donc, c'est quand même assez élevé. Donc, ce serait à voir, est-ce que les employés s'ils ont un gros salaire, s'ils ont une belle qualification, ce serait à voir pourquoi. Est-ce qu'on a réellement besoin de cette quantité-là? On n'a pas exactement la réalité de l'entreprise, mais voir si on pourrait, encore une fois, rationaliser, pas nécessairement nos employés, mais voir d'où est-ce que ces gros coûts de salaire-là proviennent. Si on peut augmenter la productivité des quelques employés qu'on a déjà, si on peut voir pour peut-être, plutôt que d'avoir 5 employés à temps partiel, peut-être changer pour des employés à temps plein, voir qu'est-ce qui est nécessaire de garder ces employés à temps partiel-là. Donc, ça pourrait être un point, ça aussi, qu'on aimerait peut-être revoir parce que c'est quand même des grosses charges salariales qui viennent vraiment diminuer notre marge nette et notre bénéfice net. OK. La nouvelle machine va apporter beaucoup d'avantages comme des inconvénients. Un des premiers avantages qu'on pouvait voir, c'était l'augmentation de la production. Tel que mentionné dans le sondage, notre clientèle désire plus de nos produits dans les marchés de l'épicerie.
Et avec la nouvelle machine, ça va augmenter de 140 000 chaque canette de canettes par année. Ensuite, un autre avantage, c'était la diminution du coût unitaire. Tel que mentionné dans le cas, 2,50 cents seront diminués pour chaque canette. Donc, c'est quand même un bon avantage pour la nouvelle machine. Un autre avantage, c'était l'augmentation de la qualité de notre bière. Dans les valeurs de l'entreprise, ils recherchent beaucoup la qualité et c'est pourquoi c'est un excellent avantage pour nous parce que ça va augmenter notre qualité de la bière. Un autre avantage, c'était de concurrencer davantage les compétiteurs. La nouvelle machine va permettre d'offrir plus de produits différents, ce qui pourra nous différencier de nos concurrents. Les inconvénients de la nouvelle machine. Un des premiers inconvénients, c'est l'augmentation de certains coûts. Les coûts fixes vont augmenter de 9 500 par année et ensuite de 2 à chaque année, ce qui est quand même pas à négliger. Et les flux monétaires vont augmenter de 10 quant à eux. Aussi, pour la nouvelle machine, on aura besoin de 2 nouveaux employés à temps partiel supplémentaires, plus des formations pour chacun d'eux. C'est quand même un bon coût, étant donné qu'on a déjà 5 employés et que les salaires, comme a dit Ethan, représentent 15 de nos ventes. Un autre désavantage, c'est le temps d'adaptation pour les employés. Puisque les employés devront s'adapter à la nouvelle machine, cela va faire des pertes pour le propriétaire, dans le fond, ça va faire des pertes au niveau de la production. Pardon. Donc, somme toute, on a quand même fait quelques simulations de voir dans les 3 prochaines années ce que la machinerie nous apporterait. Donc, elle nous apporterait quand même un résultat net supplémentaire, mais c'est sûr, avec les quelques inconvénients que mon collègue a mentionnés, il faudrait quand même évaluer les pour et les contre. Mais nous, on a décidé d'y aller avec les pour qui gagnaient. On a décidé d'y aller avec l'achat de la machine, étant donné qu'on voyait que ce résultat net-là était quand même considérable, quand même important, et que vraiment l'apport des valeurs, l'apport de la qualité de nos produits. Puis en analysant le sondage qui avait été effectué, la qualité de plus de produits sur les tablettes des épiceries, plus de produits différents. Donc, c'était vraiment ce que nos clients voulaient. Donc, malgré qu'il y avait quand même des gros inconvénients, on considérait que ce côté-là, qui respectait davantage nos valeurs, prévoyait sur le fait qu'on voulait y aller de l'avant. Donc, c'est sûr, il faut la financer, la machine. C'était quand même 100 000 $ pour l'acheter. On avait 2 options. On avait l'option d'aller avec un prêt avec la banque de 75 000 $, taux d'intérêt de 7 ce qui est quand même raisonnable pour notre taux d'endettement actuel. Ou on avait la deuxième option qui était l'investisseur qui nous donnait de 100 000 $ pour l'achat de la machine directement, mais en échange, il voulait 50 de la société en actions. Donc, c'est sûr, monsieur de la microbrasserie nous avait mentionné dès le début qu'il aimerait conserver le contrôle de la gestion et qu'il aimerait continuer à être seul dans celle-ci. Toutefois, on considère quand même que c'est la deuxième option, donc l'investissement, qui devrait être celle que l'on choisit. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en réalité, en fait, c'est majoritairement sur le taux d'endettement qu'on a regardé. Le taux d'endettement actuellement est déjà très, très élevé. Donc, on a énormément de passifs comparativement à nos capitaux propres. Ce qui fait que dans le futur, si on a un autre gros projet d'agrandissement, je ne sais pas, une nouvelle usine, une nouvelle succursale, ça risque d'être assez difficile, en fait, d'aller contracter un prêt à la banque si, en plus, on va chercher un autre 75 000 de passifs qui va juste rendre ça encore plus terrible, si je peux me permettre le terme. Donc, en allant pour le financement par des capitaux propres, par le capital action, c'est là qu'on allait plus diminuer ce ratio-là. On se rapprochait du 0,5 de ratio d'endettement en équilibrant donc les capitaux propres avec le passif. Puis ça nous permet d'apporter un petit peu plus cet ajout-là, de pouvoir négocier avec les banques pour avoir des meilleurs taux d'intérêt puis des meilleures conditions pour un futur prêt, pour justement un autre projet. Donc, c'est pour ça que c'est ce facteur-là qui nous a fait pencher pour le financement par l'investisseur. Toutefois, on a pensé quand même à monsieur avec le 50 %, c'est quand même beaucoup. Il a mentionné, donc, l'investisseur qui ne voulait pas participer dans la gestion, mais quand même, un 50 % de droit de vote, ça peut quand même lui permettre donc de prendre sa place. C'est pour ça qu'on propose aussi à monsieur de peut-être négocier avec l'investisseur, de peut-être y aller pour un 50 % moins 1, juste pour s'assurer que monsieur garde quand même le droit de veto, garde quand même le contrôle total de la compagnie. C'est peut-être que ça
pourrait quand même intéresser l'investisseur qui demandait quand même un dividende de 5 privilégié. Donc, je pense que juste le dividende de 5 avec notre situation actuelle puis notre potentiel en tant qu'entreprise, ça pourrait déjà être suffisant. Donc, d'après moi, il serait capable de passer à côté du 50 exact. Donc, c'est pas mal ça nos points pour ce financement-là. C'est notre décision que nous avons prise. Donc, oui, j'espère que c'est tout clair. Je sais qu'on a une période de questions, donc ça me fait plaisir de vous répondre. Là, je pense qu'on est rendu sur la fin du temps, donc on va finir ça juste ici. Donc, le temps est terminé. Je vous envoie dans un breakout room pour 5 minutes de période de questions. Fantastique, merci.